Hey, salut à tous, on se retrouve sur une petite vidéo spéciale ITV une fois de plus. Donc sa nouvelle vidéo c'est transport aérien, un autre hoax. Alors là le mec il a quand même pris la précaution de mettre deux points d'interrogation. C'est le petit côté un peu à la Rock Soccer qui dit qu'il ne fait que des suppositions mais il ne pose aucune affirmation. Bon, regardez ces vidéos, vous allez voir hein, quand il dit qu'il ne fait que des suppositions. Entre autres, le passage sur les étoiles, c'est assez rigolo. Les étoiles depuis la cabine à l'avion. Bah, d'ailleurs, on y revient sur les avions. Bonjour. Le commandant à vous, Monsieur Murdoch, Monsieur Basta, Monsieur Joy Hammond. Bonjour Joey. Approche-toi, tu verras mieux. Nous avons un petit cadeau pour nos jeunes invités. Est-ce que tu aimes? Oh oui alors, il est chouette. Dis donc, Joey, tu avais déjà vu un cockpit? Non monsieur, c'est la première fois que je prends l'avion. Et tu as déjà vu un monsieur tout nu? Vous ne voulez pas que je contrôle la météo? Non, Victor s'en occupe. Joey, tu as déjà été dans une salle de gymnastique? Bon, il vaudrait mieux qu'on s'en aille. Non, il n'a qu'à rester un peu si ça l'amuse. Ah oui. C'est d'accord si tu restes bien sage. Donc, sa vidéo, pour résumer, serait pour dire, j'ai pas trop saisi la finalité de sa vidéo, mais en fait, les avions ne fonctionnent pas grâce au kérosène, ne volent pas grâce au kérosène, mais volent grâce à des moteurs à air magnétiques. Et puis voilà, c'est tout, ta gueule, c'est magique. Enfin, je résume la vidéo hein, parce que pour arriver jusque là, vous allez voir qu'il y a un cheminement qui est très intéressant. Alors en premier lieu, il nous montre un camion citerne en nous disant que voilà, ce camion citerne il contient 90 000 gallons, soit je ne sais plus combien de litres. Et après, il fait le parallèle avec un Airbus A380 qui contient 8 fois ce que contient ce camion. Oui, effectivement, un Airbus A380, c'est très gros, un Airbus A380. Et surtout, il a un volume dans les ailes qui est immense. Donc oui, il transporte énormément de carburant. Sinon, je sais pas comment on le fait voler ce truc. Hein. Ah oui, non, mais c'est vrai, moi je suis con, putain. Le moteur à air magnétique, putain, faut que je m'y fasse là. Moteur à air magnétique, moteur à air magnétique, moteur à air magnétique. Ouais, avec ta gueule, c'est magique. Ok, c'est rentré. Donc, voilà, il nous montre ça. Et alors après, il nous dit voilà, l'avion il fait 570 tonnes. Et puis regardez, un avion de 570 tonnes qui tient sur des petits trains d'atterrissage comme ça, avec des petits pneus, voilà, et puis qui semble flotter sur l'air. Alors bon, pour un avion, c'est plutôt logique, hein, il vaudrait mieux qu'il ait tendance à flotter sur l'air. Hein. Parce que dans ce cas-là, ça s'appelle plus un avion, ça s'appelle un train ou un camion, ou un. Enfin voilà, ou bien si ça flotte pas très bien sur l'air. C'est les médecins ou les ostéopathes qui se font plaisir sur les tassements de vertèbres. Hein. Enfin bon, c'est un truc peut-être qui échappe aux complotistes, hein. J'en sais rien en fait. Bon alors je me suis amusé à faire un petit parallèle avec un domaine que je connais pas trop mal parce que j'ai bien bossé sur les sites miniers, entre autres en Nouvelle-Calédonie. Et sur les sites miniers, il y a, figurez-vous, ce qu'on appelle comme véhicule, c'est les tombereaux. Alors je vais vous montrer le tombereau Liebherr, le T282B. Alors c'est un engin qui est assez extraordinaire, hein. Regardez la taille des gens à côté de ces engins. Alors je vous avoue sincèrement que sur mine, moi il m'arrive de croiser des véhicules un petit peu plus petits que ceux-là, ils font 500 tonnes je crois, charge maximale. Vous faites pas les fiers. Hein. Et ces engins, à charge pleine, font 600 tonnes. Donc avec le minerai et le poids du véhicule, il y a 600 tonnes sur les roues. Alors je me suis amusé à faire le parallèle avec la 380 et puis le T282B. Alors sachez que la 380, donc visiblement selon ITV, fait 570 tonnes au décollage, parce qu'à l'atterrissage, la 380 il pèse beaucoup moins lourd. Hein. Par le simple fait qu'on a balancé des passagers pendant... Non, je déconne. Le fait que le carburant a cramé pendant le vol. Donc l'avion se pose avec beaucoup moins de poids sur les trains qu'au décollage. Quoi qu'il en soit, il reste quand même du poids. Alors, bon, j'ai fait juste un simple petit calcul tout con, hein. Ça s'appelle une division. Pour ceux qui ont raté la primaire, la division, ça fait partie des opérations mathématiques de base si on veut s'élever dans la société. C'est si on veut surtout calculer le nombre de bonbons qu'on a à partager, qu'on aura quand on les partage avec ses copains. Bref, je ne sais pas taper sur Wikipédia pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'une division. Donc, la 380 au décollage peut faire au maximum 575 tonnes et à l'atterrissage peut faire au maximum 394 tonnes. C'est dans le cahier des charges. C'est-à-dire que l'avion, s'il pèse plus lourd dans les deux phases, on est vraiment dans la merde. Ne vous en inquiétez pas, c'est parfaitement normal.
justement les trains d'atterrissage peuvent péter, les pneumatiques peuvent exploser. Bref, structurellement, il est peut-être pas fait pour encaisser un peu plus de poids. Quoi qu'il en soit, c'est les données constructeurs. Et donc, entre le décollage et l'atterrissage, en théorie, sur un vol long courrier, la 380 a cramé 181 tonnes de carburant. Ce poids est réparti sur 22 roues. Ça, vous pouvez chercher sur Wikipédia, pareil, les données constructeurs. Si vous trouvez des photos de la 380, vous pouvez compter les roues. J'ai trouvé 22, donc il suffit de faire tout connement. 575 divisé par 22, ce qui nous donne un poids supporté par chaque roue, chaque pneumatique de 26 tonnes, ce qui est déjà énorme. Hein. Au décollage 26 tonnes et l'atterrissage 17 tonnes. On prend le Liebherr, le Tombro Liebherr T282B, qui lui, pareil, vous pouvez aller chercher sur la page du constructeur, fait 600 tonnes charge maximale. Il a 6 roues, le Tombro Liebherr. 600 tonnes divisé par 6, 100 tonnes par roue. Et les routes minières, c'est autre chose qu'une piste d'aéroport. Hein. Je vous laisse imaginer. Hein. Il n'y a pas d'asphalte, hein. C'est pas bétonné partout, il n'y a pas du ciment, il n'y a pas du goudron, il n'y a pas des jolies bordures et tout. Non, je vous raconte pas ce que l'engin doit supporter. Chaque roue supporte 4 fois de plus qu'un pneu, la 380 au décollage. Et au décollage, la 380, le pneu de la 380, c'est juste, il roule sur de l'asphalte et se décolle du sol. Donc déjà, au niveau de la comparaison, son petit truc à ITV passe au Tombro minier, ça tient pas forcément la route. On continue avec son délire. Alors après, il dit que c'est incroyable que ce genre d'engin décolle aussi rapidement. Voilà, donc il y a ce passage de d'une vidéo, je crois que c'était le vol inaugural de la 380, mais je suis pas certain, où il s'étonne que l'avion décolle de manière aussi rapide, en 20 secondes et tout. Alors, juste comme ça, une petite information. Pour un vol de démonstration, visiblement il y avait la presse, puisque derrière on entend un commentateur. L'avion n'avait pas le plein de carburant, parce que c'était un vol de démonstration, donc il n'allait pas traverser l'Atlantique. Hein. Il n'y avait personne, hein, aucun passager, aucun bagage, aucun PNC. Qui plus est, je pense qu'il n'y avait même pas l'équipement à bord, genre les sièges, les galets, ou chercher sur Wikipédia ce que c'est qu'un galet en aviation. Bref, il n'y avait rien du tout. Donc faut pas vous étonner que l'avion il décolle de cette manière, et qui plus est, pour un vol de démonstration, il faut en mettre plein la vue. Donc les pilotes, ils se sont lâchés, de manière à montrer un peu les capacités techniques de ce genre d'engin. Rien de plus. Bon, le caméraman est un peu parkinsonien par contre, mais bon. Donc c'est un vol de démonstration, donc l'avion, il fait des figures qu'il ne pourrait pas se permettre de faire avec des passagers, avec le plein de carburant, avec les bagages, avec tout merdier à l'intérieur. On continue, hein, sans effort, bah oui, heureusement, il vaudrait mieux. Hein. Ah oui, alors, ITV dit que c'est bizarre parce que les gens, ils ont l'air de marcher sur l'eau. Alors non, en fait, oui, c'était pendant le crash dans la rivière d'Hudson d'un A320, US Airways, ça a donné lieu à un film. Comment il s'appelle ce film avec Tom Hanks. Donc l'avion a fait un amérissage forcé dans la rivière d'Hudson parce que le pilote a déterminé qu'il ne pouvait pas se poser sur une des pistes qui étaient disponibles. Au décollage, oui, l'avion a pas eu de bol, il a percuté, il est passé à travers un vol de Bernache et les réacteurs se sont arrêtés tous les deux, chose qui se produit jamais, qui ne sont censés se produire jamais. Mais là, les deux réacteurs ont été bousillés. Les Bernache, ce sont des oiseaux qui sont très gros, très massiques. Les réacteurs, ils n'ont pas supporté. On bouffait plusieurs, statistiquement il y avait peu de chances que ça se produise, pas de bol pour lui, ça s'est produit. Coup de bol, le pilote était très bon, il a réussi à faire poser son avion sans le disloquer sur un plan d'eau, ce qui est assez exceptionnel, hein. Et il y a eu juste une blessée, c'est tout. Donc ITV semble s'étonner, enfin c'est pas ITV, encore une fois, pardon. ITV recopie des vidéos américaines. ITV semble s'étonner que les gens puissent marcher sur les ailes des avions et puis que l'avion semble flotter sur l'eau. Alors bon, on suffit de chercher un petit peu. Hein. Donc déjà un avion, globalement c'est très léger, hein, parce qu'il vaut mieux que ce soit léger que lourd pour le faire décoller. Donc c'est très très léger. Et là les gens ils sont debout sur les ailes. Les ailes sont remplies de kérosène. Non, c'est pas de l'air, c'est du kérosène. Ah oui, parce qu'il faut faire marcher la pompe à air, hein. Donc c'est le kérosène qui doit servir à faire fonctionner la pompe à air magnétique. Et donc le kérosène, quelle est sa densité ? Vous m'excusez, mais derrière, je crois que c'est une lycée des Philippines qui chante, elle est en train de se lâcher, c'est quand même ce bordel. Alors, la densité du kérosène est de 0,78. Voilà, donc ça signifie qu'un récipient rempli de kérosène va flotter sur l'eau. Les ailes de l'avion sont remplies de kérosène, donc l'avion flotte. Pas plus con, hein. Voilà, vous savez l'histoire de la densité là, que les plateaux nous répètent à tort et à travers. Bah voilà, c'est ça. Et c'est la poussée d'Archimède. Quoi d'autre encore ? Ce genre d'image sert à nous faire croire que les ailes d'avion sont très solides. Ouais.
Ouais. Ouais, je vois pas en quoi c'est manipuler les gens que de leur faire croire ça. Des ailes d'avion qui sont pas solides, bah l'avion il peut pas décoller parce que les ailes elles vont péter, hein. Je sais pas. Je sais pas si ITV il est au courant que les ailes d'avion c'est ça qui sert à porter l'avion. C'est pas le fuselage hein, qui porte l'avion, c'est les ailes de l'avion qui supportent tout le reste. Donc je sais pas si ITV il a déjà pris l'avion ou quoi, mais théoriquement quand on prend l'avion on les voit les ailes qui se plient parce qu'elles portent l'avion. Bah ouais, enfin voilà, je vois pas trop le délire. Hein. Ah oui, alors après, il nous montre des images d'avions qui se sont crashés. Voilà, étonnamment, comme il dit, on voit jamais les ailes qui ont cramé alors qu'elles sont censées contenir tout le carburant. Voilà, donc il nous montre que les ailes des avions sont en bon état alors qu'elles sont censées contenir tout le carburant. On va visionner deux vidéos. Hein. Donc ça c'était le 26 juin 88, je me rappelle, j'étais gamin. C'était un des premiers vols de démonstration de la 320, un A320 d'Air France pour un meeting. Et les pilotes ont fait un RASMOT. Non, enfin, les gens, c'est juste de l'air qui prend feu, hein, c'est rien d'autre, hein, c'est juste de l'air. Hein. Alors, autre vidéo. Non, pas de panique, c'est de l'air qui prend feu. Hein, voilà, le B-52, c'est l'air qui a pris spontanément feu, parce que l'air, ils ont cassé le moteur magnétique, donc l'air s'est enflammé spontanément. Voilà. Donc, pour éviter ce genre de problème, quand on se crache en avion, il y a une procédure qui s'appelle le vite-vite, qui consiste à purger le carburant qui se trouve dans les réservoirs. Parce que quand l'avion va se crasher, on ne sait jamais, les ailes peuvent se déchirer. Et si l'aile se déchire, le kérosène peut être mis en contact avec des éléments chauds, comme les réacteurs. Ah oui, parce que j'ai oublié de vous indiquer que le kérosène ne prend pas feu comme ça. Pour que le kérosène s'enflamme, il faut le chauffer ou bien il faut le pulvériser. C'est comme le gasoil, hein. Vous répandez du gasoil par terre sur du ciment ou bien vous prenez un récipient avec du gasoil à l'intérieur, essayez de craquer une allumette à côté, vous risquez pas grand chose. Hein. Le kérosène c'est pareil. Pour que le kérosène s'enflamme, il faut le chauffer, il faut le pulvériser. Quand un avion se crache, les ailes se déchirent, le carburant est absorbé par la bouche du réacteur, passe dans le réacteur. Dans le réacteur, il y a des éléments qui sont chauds et ça fout le bordel, ça enflamme tout. Donc ce qui prend feu quand l'avion s'écrase, c'est la vaporisation, c'est le kérosène vaporisé qui prend feu. Et une fois qu'il a pris feu, il fout le feu à tout le reste, hein, évidemment. Hein. Donc quand vous avez ce genre d'image, là, ici, c'est que tout bêtement, l'avion s'est crashé, qu'il y a eu une purge des réservoirs de carburant avant, le pilote a fait son boulot donc. Par contre, ça n'empêche pas les feux électriques. Hein. Et à un moment donné, il n'y a pas si longtemps encore, c'était encore le cas, il y avait des éléments à l'intérieur de la cabine des avions qui prenaient feu assez facilement, des plastiques entre autres. Et c'est ça qui propage le feu à l'intérieur de l'avion. Mais c'est un feu qui est très lent. L'avion, là, il n'a pas explosé, c'est pas vaporisé. C'est juste un feu électrique qui a foutu le feu à la cabine. Si les ailes sont intactes, c'est que le pilote, il avait purgé le carburant. Et qui plus est, les ailes ne sont pas déchirées. Donc le fuel, le kérosène, n'a pas été ingéré par les réacteurs. De toute façon, les réacteurs ont été arrachés apparemment, etc. etc. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Voilà, donc il montre ça. Bon, bah là, je suis désolé, hein, ITV, mais le réservoir n'a pas été touché. Là, c'est juste la potence du réacteur, je crois, qui a arraché une partie de la structure de l'aile. Le réacteur, quand l'avion s'est posé, le réacteur a touché le sol, il a été arraché en arrière. Bref. Autre vidéo encore, où là, on a une évacuation d'un avion parce qu'il y a justement un feu de kérosène. Alors, une fois que le kérosène commence à prendre feu, il va chauffer le reste du réservoir, ou bien le reste du kérosène qui s'écoule de la fuite, donc il auto-entretient le feu.
Regardez, l'avion il est pas en train de cramer, il va pas exploser. Hein. Alors pourquoi il explose pas? Parce que l'aile n'a pas été déchirée et le carburant n'a pas été vaporisé, tout bêtement. Par contre, il vaut mieux évacuer rapidement l'avion. Alors après, il nous raconte que c'est étonnant, enfin il semble nous dire que c'est étonnant parce que les ailes des avions semblent avoir disparu des images des crashs plus sévères. Alors bon, oui, une aile d'avion c'est relativement peu solide aussi, hein, donc en cas de crash, elle est un peu pulvérisée. Donc je suis persuadé qu'il n'a pas vraiment fouillé les archives hein, des photos de crash d'avion, parce que oui, on retrouve des photos d'ailes. Autre point important, les ailes contiennent les réservoirs de carburant. Donc en cas de crash, le carburant va cramer à cet endroit-là. Parce que le kérosène va se répandre, va être chauffé par les zones qui auront commencé à brûler, le kérosène va continuer de brûler, va entretenir le feu, etc. etc. Un feu de kérosène, c'est 1200 degrés à peu près. La composition de la structure du fuselage d'un avion, avant c'était du bois, de la toile, après c'est passé à l'aluminium, maintenant c'est les matériaux composites. Quoi qu'il en soit, on utilise encore pas mal d'aluminium, et la température de fusion de l'aluminium, c'est 660 degrés. Donc il ne faut pas s'étonner qu'en cas de crash, et pour peu qu'il y ait eu un incendie, les zones où il y avait beaucoup de matière à brûler, donc c'est-à-dire que le carburant, par exemple, et ben le fuselage a complètement disparu. Autre raison, de plus, qui va en la faveur de la disparition des ailes sur les sites des crashs. Ensuite, donc les ailes ont disparu. Et là, qu'est-ce qu'il va nous dire? Une seule image où l'on peut voir la structure interne de l'aile brisée. Serait-ce un hasard ou une nécessité? Les amis, ces moteurs fonctionnent à l'air comprimé et à la résonance. Putain, je suis trop con. C'est pas au magnétique, c'est à la résonance. Ah bah oui, bah... ah putain, mais oui, évidemment. Bah non, mais je m'étais trompé. Donc bah oui, si c'est la résonance, alors... Ouais, voilà, la résonance. Le fonctionnement d'un moteur en résonance, c'est... Ta gueule, c'est magique. Je sais pas, il y a des cloches ici, puis les cloches, elles résonnent, et donc ça fait vibrer l'air, donc ça pousse l'air derrière, enfin bref. Voilà ce qu'il nous montre au sujet des turbines. Et voilà ce que l'on constate sur ces images. Écoute, Joey, ça fait des années qu'on me débite ce genre de conneries. Seulement la nuit, moi je suis là à me creuser les méninges. Dis à ton vieux de faire piloter ses idoles pendant 24 heures et on en reparlera. Alors voilà, on va mettre encore ITV devant le fait accompli. Ce qu'il nous a montré juste avant, de la photo, c'est un test de réacteur. Et puis en plus c'est tout con parce qu'il suffit de chercher. Donc c'est un réacteur d'avion de chasse, un F-16, et là il est en train de faire une post-combustion. La post-combustion, c'est un procédé qui consiste à injecter du carburant dans le réacteur, enfin je simplifie à l'extrême. Le carburant va cramer en plus, ce qui rajoute de la poussée au réacteur. Ce qui est étonnant, c'est qu'on trouve quasiment la même image, je suis pas certain. Ah non, là il n'y a pas le drapeau américain. Mais regardez, c'est bizarre, hein, c'est très bizarre. Ça ressemble vachement. Voilà, ça c'est la post-combustion. Et c'est les avions de chasse qui le font, la post-combustion. C'est pas un A380. Hop, là. Non, dans les A380, ils n'ont pas cette option. Déjà parce que la post-combustion, ça crame du carburant comme pas permis. Et deux, c'est pas certain que les ailes résistent. À mon avis, le mec qui met la post-combustion, les réacteurs ils se barrent devant. Les ailes, elles se détachent et l'avion, il subit la gravité, qui existe au passage. Alors, je suis pas complètement juste, il y a quand même un avion de transport public qui utilise la post-combustion. Et cet avion, c'était le Concorde. C'était un putain d'avion. Et pour l'avoir vu dans mon enfance...
à l'aéroport où travaille mon paternel. Autant vous dire que les tympans, ils ramassent sérieusement. Mais c'est prodigieux avoir décollé. Alors, il va terminer avec... Est-ce que cet avion vous semble arriver à la vitesse de 290 km/h? Non, monsieur. Airplanes. Alors, ITV, sur une vidéo, je sais pas s'il est au courant, mais pour estimer la vitesse d'un véhicule, c'est déjà pas forcément super évident, c'est pas très pertinent. Je sais pas, il a des repères pour nous indiquer à quelle vitesse il va. Je sais pas, il prend un TGV, il le regarde de loin, et puis est-ce que le TGV il a l'air d'aller à plus de 200 km/h? Je sais pas, en se tenant à 1 km du TGV. Parce que dans son champ de vision, le TGV va se déplacer très lentement, hein, et pourtant il va à 200 km/h. Cette estimation de la vitesse par rapport à une vidéo, c'est complètement bidon, quoi, je veux dire. Alors, il termine par airplane. Oui, sinon si l'avion ne volait pas dans l'air, on l'appellerait quoi? Ground plane ou bien water plane. Et en français, on dit quoi? On dit on dit aéroplane. On dit aussi aéronef. Mais aussi on dit avion. Juste le préfixe air ou aéro, ça indique le milieu dans lequel il va se déplacer. Le sous-marin, par exemple. Le sous-marin, ça veut dire quoi alors? Ça sous-entend qu'il fonctionne avec des sous et à l'eau de mer aussi. Des sous et à l'eau de mer. Donc l'eau de mer résonante. L'hydrospeed. L'hydro, c'est l'eau. Donc ça veut dire qu'il accélère l'eau. Non, je sais pas. Je sais pas. Alors c'est comme planète. Hein. J'adore. Hein. Les mecs qui pensent que parce qu'on dit planète, eh bien, ça veut dire que c'est plan, que la Terre est plate. Ah non. Planète, cherchez l'étymologie du mot planète, puis vous allez tomber sur du grec ancien. Mais bon, voilà. Je vous demande juste de chercher un petit peu. Hein. Voilà. Et pour le coup, là, ce que je vous dis, c'est pas du ta gueule, c'est magique. Hein. C'est du ta gueule, c'est vérifiable. Et alors, il nous termine avec ce truc, et il nous dit, et en plus, on voit que le soleil est vachement proche. Ah bah oui, d'accord. Alors, moi, ce que j'aime faire toujours avec les plateux, dans ce cas-là, c'est que je fais ça. Vous allez taper rayon crépusculaire, forêt, image, voilà. Bref, je vais vous mettre la petite vidéo qui va bien. Tu nous as joué du pipeau, et en plus tu joues faux. Mytho. Que des salades et que du flan. Ouais, je gobe. Tu nous prends trop pour des glands. Mais qu'est-ce que tu prends? Ouais, je sais, mais j'ai pas vu qu'il y avait pas de trou. Et puis, n'oubliez pas qu'il vaut mieux savoir te croire. Hein. Et on se dit à la prochaine. Salut. Joey, tu aimes les films sur les gladiateurs?